Alors moi, je suis la personne de droit, donc je suis Alexandre Dubois, je travaille sur, comme Olivier l'a très bien dit, chez Thales, en l'occurrence sur le site de Cholet. Moi, mon job, jusqu'à encore peu de temps, c'était coach Lean, donc tout ce qui est amélioration continue sur le versant industriel. Et puis depuis peu, je suis passé de l'autre côté, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous la transformation digitale, donc je suis chef de projet sur du 4.0. Et donc, Julien Bélanger, je suis directeur des opérations et cofondateur de la startup Ubiki qui donc a travaillé avec Thales à Cholet pour la digitalisation du management visuel, comme on voyait tout à l'heure. Donc rapidement, quelques chiffres, mais je vais aller très vite là-dessus. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas Thales, mais en gros, c'est un groupe qui est un peu représenté partout dans le monde. On est 80 000, 68 pays. Mais pensez un petit peu, on va rentrer sur le focus. On a plein de clients, notamment les gouvernements, les institutions, les villes, mais aussi les entreprises. Et puis derrière, on a différents secteurs d'activité, différents marchés. Donc on va avoir l'identité, la sécurité numérique, la défense et la sécurité. Donc là, c'est plus le focus sur la partie Cholet-Brive-Laval. Et puis on a aussi du transport, de l'espace et de l'aéronautique que vous devez connaître ou du moins avoir entendu parler. Là, je fais un petit focus sur les parties qui me concernent un peu plus précisément. Donc en fait, on a 5 sites, 3 gros sites industriels, Cholet-Brive-Laval, 250 personnes sur Brive et Laval, et plutôt 2000 personnes sur le site de Cholet. Vélizy et Gennevilliers, on a des petites entités de développement. À savoir que nous, on fait plusieurs typologies de produits. On fait notamment de la carte électronique, donc des CMS et de l'industrie de process. Ces cartes électroniques, le plus souvent, on les intègre dans des équipements, donc divers et variés. Et puis ces équipements, on les intègre à leur tour dans des systèmes. Ce qu'on appelle des systèmes, c'est des solutions un peu plus volumineuses. Vous en avez quelques exemples en visuel, mais qui touchent différents secteurs, principalement militaires, sur les systèmes. Voilà. C'est 700 personnes, juste pour info, sur le versant industriel, sachant que bien évidemment autour de ça, on a quelques supports. Voilà. Donc au sujet d'Ubiki, donc Ubiki c'est une startup qui a été créée en 2015 à la suite de travaux de recherche qui avaient eu lieu à l'Université de technologie de Compiègne. Le sujet de ces travaux de recherche était comment est-ce qu'on améliore la collaboration en entreprise. C'est un vaste sujet sur lequel on a pris des parties sur la partie hardware et sur la partie software, notamment à travers l'usage de grandes surfaces tactiles pour reproduire des mécaniques de management visuel qui existaient déjà dans pas mal de secteurs, dont le secteur industriel, mais pas seulement. L'objectif était d'être au plus près de ce qui se faisait dans les traditionnels post-it papier-crayon, à travers un grand écran tactile et des interactions multi-utilisateurs sur cet écran. Gros focus donc au niveau des travaux de recherche sur comment est-ce qu'on peut travailler à plusieurs et simultanément sur un écran tactile. Et puis Ubiki est donc né à la suite de ces travaux de recherche et on a développé une solution complète qui va permettre de faire du management visuel sur des écrans tactiles. Donc ça c'est la première chose, donc en présentiel, mais également sur son ordinateur pour pouvoir consulter à distance le management visuel, et également sur des supports mobiles, tablettes, smartphones, qui vont être en mesure d'être intégrés sur les lignes de production pour pouvoir prendre des photos, par exemple, d'un problème qualité ou de sécurité, et envoyer ça sur le board pour la prochaine réunion de management visuel. Donc si on résume, hein, Ubiki aujourd'hui c'est 12 personnes, et je crois que l'intervention d'aujourd'hui est intéressante sur la collaboration aussi entre des grands groupes comme Thales et une start-up de 12 personnes. Éditeur logiciel avant tout, hein, on ne vend pas de matériel, on est là surtout pour développer cette solution logicielle. Notre solution logicielle a plusieurs cas d'usage, hein. On peut penser notamment à la construction, on pense aussi à la gestion de projet, mais le cas d'usage qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, c'est la partie industrie 4.0 et comment est-ce qu'on a pu mettre ça en place chez Thales. Donc multi-utilisateur, multi-device, multi-site et évidemment sécurisé, qui est un atout absolument obligatoire quand on travaille avec Thales.
Donc pour reprendre un petit peu le sujet, qu'est-ce que c'est le management visuel? Je ne sais pas si ça vous parle tous. Le management visuel, il a plein de façons différentes d'être implémenté, notamment dans une usine. Mais d'une façon générale, c'est l'ensemble des techniques de communication qui vont faire appel au visuel pour représenter des processus de travail, donner de l'information, de façon à informer les managers, les collaborateurs et les clients, internes ou externes, d'un état d'avancement, d'une difficulté, etc. Les deux piliers du management visuel, c'est l'amélioration de la communication. On le verra tout à l'heure, là j'ai mis quelques chiffres intéressants sur des études qui sont sorties, mais le cerveau humain perçoit, enregistre beaucoup mieux les images que n'importe quel autre canal de communication. Donc l'image permet d'améliorer la communication entre vos équipes et vers vos clients. Le deuxième sujet, c'est de fixer les priorités. En affichant des idées de façon claire et concise, rapide, à l'ensemble des acteurs, il est beaucoup plus facile de passer des messages clés et de prendre des décisions. Donc les quelques chiffres clés que j'évoquais tout à l'heure, c'est que 83% de ce que vous mémorisez passe par votre vue. Donc ça laisse peu de place finalement pour les autres sens. Quand on a un grand board qui représente l'état d'avancement dans une usine, eh ben, les personnes qui passent devant et qui peuvent le visualiser vont mémoriser très bien les informations. Le management visuel, ça va être d'utiliser des couleurs, des positions, également des formes pour représenter très schématiquement et très visuellement les choses. 64% des personnes prennent des décisions plus rapidement quand ils ont sous les yeux un visuel qui leur permette de représenter l'état d'avancement du sujet. Et le dernier chiffre, c'est que ça permet de réduire de 24% le temps passé en réunion. On verra qu'effectivement, c'est des choses qu'on a pu vérifier et constater sur l'usine de Cholet. Alors, ce que vous voyez sur la gauche, je vais commencer tout de suite par l'image, c'est sûrement peut-être ce que vous avez chez vous. En l'occurrence, en fait, nous, on avait ça avant. Et ça marchait bien, mais comme l'amélioration continue le dit souvent, c'était améliorable. Les basiques industrielles, en fait, le management visuel, comme l'a expliqué Julien, pour nous, c'est clairement un des basiques industriels dans la recherche de la performance. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il y a une vraie dynamique d'amélioration continue et des ressources en ligne dédiées, mais en fait, on essaie aussi de travailler sur l'autonomie des gens dans les équipes. Alors bien évidemment, j'ai listé quelques outils que vous devez connaître, mais le 5S, le lissage, le TPM, le Kaizen, l'AIC, tout ça en fait c'est des supports privilégiés du management visuel. Et donc nous, c'est un outil de performance, donc on l'avait en papier crayon, mais on a essayé de travailler sur potentiellement le digitaliser. Mais je vais quand même en dire un mot sur ce qu'il y avait avant de digitaliser. C'était quelque chose qui était dans la culture d'entreprise. De toute façon, comme l'a dit Julien, l'objectif, c'est de donner du visuel aux gens et donc d'identifier les écarts pour pouvoir mieux décider et de rendre autonomes les équipes sur c'est du vert, c'est du rouge, qu'est-ce qu'on fait, des plans d'action à suivre. Donc c'est tout plein de petites choses comme ça qui sont fluidifiées par le management visuel. Et en fait, les supports, le management visuel, c'est un peu partout ou presque. On peut le mettre sur le flux, sur la maintenance, sur le suivi d'action, comme je l'ai évoqué, les plans d'action, mais bien évidemment la remontée des problématiques, la résolution des problèmes, et puis la déclinaison des objectifs et les indicateurs qui sont quand même un incontournable avant de commencer à vouloir faire des animations. Voilà, voilà. Un petit focus maintenant sur les AIC parce que ça va être le cas d'usage qu'on va essayer de vous présenter, même si ce n'est pas du tout le seul qu'on peut adresser. Je pense qu'il est assez parlant et puis ça fait maintenant 3 ans, 2 grosses années où ça fonctionne et je vais vous en dire quelques mots. Donc en fait l'AIC chez nous c'est animation à intervalles courts, comme c'est écrit là-bas, mais en fait peut-être que dans vos entreprises vous appelez peut-être pas ça exactement de la même façon. Le top 5, le top 10, le warm-up, chacun a son appellation. En tout cas, le sens qui est derrière reste le même et la mécanique qui est derrière, c'est la même chose. C'est finalement d'avoir des points d'équipe à différents niveaux de hiérarchie et de support qui nous permettent de remonter les problématiques, de décliner les objectifs, mais de remonter les problématiques au bon niveau et qu'elles soient traitées au bon niveau. Donc de ne pas encombrer le top management avec des
des problèmes qui peuvent être soldés par les équipes un peu plus bas, et dans le même temps d'avoir tous le même focus sur un objectif commun qui est celui de l'entreprise ou du secteur d'activité. Donc nous, aujourd'hui, on a un périmètre industriel qui est de 400 personnes sur le site de Cholet, bon an, mal an, et une trentaine d'animations quotidiennes, donc 30 AIC. Et puis, un chiffre qui sera utile pour vous transposer ce que je vous donnerai en termes de gains par la suite, mais c'est on a à minima, ou en moyenne, pardon, 2 constats d'anomalie par AIC. Et puis voilà, le petit schéma, simplement pour donner un peu du visuel, parce que vu que c'est la thématique, comme ça, même si vous n'avez pas écouté ce que j'ai pu vous dire, bah en fait, vous avez compris avec le visuel. Donc j'ai la lourde charge de devoir vous parler de pourquoi passer au digital, parce qu'effectivement, il y avait déjà pas mal de choses qui marchaient bien chez Thales en post-it traditionnel. Le but du jeu, c'est d'atteindre une compétitivité durable. Compétitivité durable, ça veut dire qu'il faut pouvoir facilement mettre à jour les informations, il faut avoir une certaine flexibilité, une suppression des barrières logistiques, l'implication des collaborateurs qui est essentielle dans le management visuel, comme on le disait tout à l'heure. Et puis le dernier point, c'est multi-sites. Ça, c'est assez ancien. Hein. On parle des sites de Brive, Laval et Cholet, hein, qui ont aussi des AIC répartis sur plusieurs sites. Donc quand on était en post-it traditionnel, c'est assez compliqué de maintenir le même niveau d'information sur les différents sites. Et puis, plus récemment, le télétravail. Comment est-ce que mes experts, mes fonctions support peuvent intervenir sur plusieurs AIC répartis sur plusieurs sites tout en étant possiblement en télétravail. Tout à l'heure, on discutait avec Alexandre sur le sujet des AIC qui avaient repris après les périodes difficiles de confinement qu'on a rencontrées. Et il se trouve qu'effectivement, les AIC digitales ont évidemment repris beaucoup plus facilement que les AIC traditionnels. Donc les principaux intérêts, hein, on peut penser au gain de place. On voyait tout à l'heure des photos et quand je suis allé dans l'usine de Cholet la première fois, il y avait beaucoup de place qui était réservée à des murs de post-it qui étaient tenus à jour mais qui prenaient énormément de place. Le gain de temps, bien sûr, puisque le digital va permettre d'accéder n'importe où et n'importe quand à son management visuel. Réduction des déplacements, c'est très lié à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc, on a beaucoup de déplacements qui sont dans l'usine pour aller de la ligne de production à l'endroit où se tient l'AIC ou pour aller de son poste de travail à l'endroit où se tient l'AIC. Ces déplacements dans l'usine sont considérablement réduits à travers le fait de pouvoir accéder depuis son ordinateur. Et puis, évidemment, les déplacements entre deux usines qui sont encore plus flagrants et significatifs. Ensuite, on a une notion de traçabilité. Alors la traçabilité, on verra tout à l'heure que ça ouvre la voie effectivement à la capitalisation. Traçabilité que l'on n'avait pas ou très peu à travers des systèmes en post-it traditionnels. Là, on va pouvoir, avec un système de tag, dire voilà l'état d'avancement de ma production, l'état d'avancement de mes tâches, l'état d'avancement d'une résolution de problème à tel instant pour avoir une historisation de ces sujets-là. Et le dernier sujet qui n'est pas une mince affaire, qui est l'intégration avec les outils digitaux existants. Pourquoi ? Parce que vous avez tous beaucoup d'outils digitaux et que multiplier les outils digitaux, ça fait quelques années que ce n'est plus la stratégie et qu'il faut au contraire essayer d'avoir quelque chose de complètement intégré. Vous avez peut-être des outils qui vous permettent de construire des dashboards avec des indicateurs. Vous avez peut-être des outils qui vous permettent d'avoir un suivi de vos commandes. Et l'idée, c'est que ces informations-là sont essentielles dans la construction de votre management visuel. Et YubiKey permet donc de les consulter pour pouvoir tirer les enseignements. Donc YubiKey est là pour gérer la phase collaborative de réflexion, de résolution de problèmes, d'amélioration continue, les AIC, mais sur la base d'informations qui sont déjà disponibles dans des systèmes d'information. On aurait pu se le faire à deux, celui-ci, parce que c'est un point de vue infrastructure ou logique de comment c'est organisé sur le site de Cholet. Donc on a 30 AIC, à la fois production et support.
mais on a 20 écrans tactiles. En fait, c'est ce que disait tout à l'heure Julien. Tous nos tableaux blancs qui étaient souvent extensibles à l'infini, enfin, je caricature un peu, mais on avait facilement 1, 2, 3, 4 pans en fonction des thématiques. Alors, ils étaient remplacés respectivement par des écrans digitaux et ça nous permet d'avoir de la flexibilité. Et aujourd'hui, ce secteur industriel de 400 personnes, il est maillé par des écrans et ritualisé par ces animations d'équipe. Si tu veux poursuivre, Julien, sur la suite. Donc là, on voit que les données sont stockées sur un serveur et elles sont accessibles en temps réel, donc par les écrans tactiles. On va dire ici un écran tactile parmi ceux qui sont déployés à Cholet, ici un écran tactile à Laval ou à Brive, des téléphones mobiles, des ordinateurs, tout ça se synchronise et consulte en temps réel le même management visuel. Si on fait un focus sur les capacités d'Ubiquiti qui sont utilisées par Thales, la première, c'est le côté extrêmement intuitif du logiciel sur écran tactile. En effet, on a la plupart des utilisateurs des AIC1 notamment sont des opérateurs qui doivent avoir la simplicité d'usage qu'ils avaient de coller un post-it sur un tableau blanc. Le tactile permet ça dans le sens où les manipulations sont extrêmement intuitives. Je vais pouvoir créer un post-it super facilement, changer sa couleur. On ne demande pas grand-chose à ce niveau-là, au niveau de la construction, mais on a quelque chose d'extrêmement intuitif et de multi-utilisateurs pour garder la dynamique de collaboration. Évidemment, les écrans tactiles sont synchronisés en temps réel sur plusieurs sites. On parlait du cas des AIC multi-sites tout à l'heure. Possibilité d'accéder au contenu des AIC depuis le navigateur de son ordinateur. Ça n'existait pas au départ quand on a commencé à travailler avec Cholet. Et ça leur manquait. C'est-à-dire qu'ils avaient toujours le déplacement pour aller à l'écran tactile et pour pouvoir mettre à jour leur management visuel. À savoir qu'aujourd'hui, maintenant, on a vraiment la version web qui est l'équivalent du client lourd. Donc on a sur nos grands écrans des clients lourds. Donc c'est beaucoup plus pertinent en termes d'animation au quotidien quand on est 5, 10, 12. On n'essaye pas de dépasser ce chiffre-là parce que ça commence il nous faut des très grands écrans après. Mais le format classique, c'est plutôt 7 à 8 personnes devant une AIC, peu importe le niveau. Et puis derrière, on a aussi des gens qui sont en télétravail, on a aussi des gens qui sont à leur poste ou qui peuvent être à leur poste parce qu'ils ont le client web et le client web lui permet d'avoir exactement la même visibilité et la même interaction avec les AIC, mais en restant à son poste ou en restant chez soi. Donc ça ne nous empêche pas de venir sur site, hein. Mais dans des cas qu'on a pu connaître précédemment, c'était quand même bien pratique. Et le petit dernier, donc, est l'usage de terminaux mobiles. Donc là, c'est un sujet qui est en cours hein, chez Thales. Le terminal mobile, en fait, permet, via un lien web, d'envoyer très facilement une photo d'un incident, d'un problème de qualité, de sécurité, directement sur l'écran tactile. Ce qui fait que dans la prochaine AIC, les gens vont pouvoir reprendre cette photo et discuter autour du problème qui a été constaté. Donc là encore, on est sur des problématiques de réduction des déplacements, de meilleure compréhension du problème, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une photo pour décrire un problème de sécurité ou de qualité. Et donc, on va avoir des zones tampons sur l'écran qui vont permettre d'envoyer des éléments et en discuter à lors de la prochaine réunion. Donc là, c'est quelques petits conseils qu'on a essayé de réunir. Et puis, Alexandre nous dira tout à l'heure comment est-ce que ça a été concrètement mis en place dans l'usine de Cholet. Le management visuel, on en parlait tout à l'heure, un de ses piliers, c'est l'implication des équipes. Si on réduit le management visuel à maintenir un tableau de post-it à jour, que le manager maintient à jour et que les gens regardent pour savoir où en est le projet, on est passé à côté d'une dimension très importante du management visuel. Donc l'implication des collaborateurs, ça passe par plusieurs choses. Un outil simple d'utilisation, il ne faut pas que ce soit une barrière à l'usage, l'outil digital. Également, il nous faut la participation de tous. Ça veut dire qu'on va interroger les gens pour avoir leur point de vue. D'une façon générale, on ne parle pas que de l'industrie là, mais quand quelqu'un est à une réunion, s'il ne dit rien, c'est que, soit il n'avait rien à faire dans cette réunion, soit on est complètement passé à côté de quelque chose. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des feedbacks des utilisateurs. Le point numéro 2, c'est que le management visuel, il doit être adapté à votre activité. Le logiciel Ubiquiti propose un certain nombre de templates prédéfinis qui vont vous permettre de mettre en place une activité, un PDCA, une planification, etc.
Mais en fait, ce qui est important, et ça, c'est très lié au point numéro 1, c'est que le management visuel que vous allez mettre en place doit être parfaitement aligné avec votre activité. Chez Thales, il y a des experts du Lean. Ils ont des équipes entières qui s'occupent de déployer le Lean chez Thales. Ce n'est pas le cas dans toutes les industries. Et mon conseil à moi, et je n'ai pas d'action particulière dans des sociétés de conseil dans ces méthodes Lean ou Agile, c'est de vous faire accompagner pour bien faire le management visuel dédié à votre activité. Le troisième point, alors peut-être c'est le plus important de tous, hein, c'est de mettre en place un rituel. C'est-à-dire que si jamais vous faites un management visuel mais que vous n'avez pas la réunion qui va avec, qui permet de le suivre, de le faire évoluer, etc., votre management visuel va mourir dans son coin. Le but du jeu à travers les AIC, c'est de se retrouver tous les jours face à ce management visuel pour avoir une information à jour. On a dit tout à l'heure qu'on enregistrait beaucoup mieux de l'information visuelle que toute autre information, mais on enregistre aussi très bien de l'information pas à jour quand elle n'est pas à jour. Donc, il faut impérativement maintenir votre management visuel à jour à travers un rituel. Et puis, dans le Lean, on a une démarche qu'on appelle PDCA, qui veut dire qu'on va planifier quelque chose et on va le mettre en place. Et il y a un moment, il va falloir vérifier. Et donc, c'est important dans tout ce que vous allez faire de vérifier régulièrement la conformité aux besoins de vos utilisateurs avant d'aller plus loin. C'est step by step avec un check entre chaque étape. Je vais laisser Alexandre vous dire un peu comment lui, il a pris ces quelques conseils dans l'usine de Cholet. Donc en fait, je vais commencer par une chose, c'est le rituel. Le rituel, c'est un prérequis indispensable. Après, en fonction de votre activité, en fonction de votre coloration d'entreprise, peut-être que le rituel, il n'a pas légitimité à être journalier. Peut-être que c'est une fois par semaine, ou si vous êtes sur de la gestion de projet, peut-être que oui, hebdo, ça suffit. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment se poser la question du rituel. Et nous, on était déjà bien engagés dans ce processus-là du rituel. Alors, pas systématiquement journalier, parce qu'en fait, il y avait des inhérences. Les gens, ils passaient du temps aussi à coller des gommettes. Et parfois, ils disaient, je ne vais pas coller une gommette le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Je vais le coller plutôt le mardi et le jeudi. Ça suffira bien, parce que c'est un peu fastidieux. Même si pour autant, on avait quand même un maillage qui est quand même été existant. Alors ces AIC, ces rituels, en fait, ça nous les a boostés et ça nous a permis notamment d'imaginer des choses qui étaient difficilement réalisables avec du papier-crayon. Déjà, tout à l'heure, tu l'as dit Julien, mais en fait, je ne sais pas si ça vous parle, mais la feuille, elle ne s'imprime pas toute seule et elle ne se découpe pas toute seule et elle ne vient pas se mettre en place sur les indicateurs. Donc ça consommait quand même du temps à des gens qui étaient quand même peut-être, ils auraient peut-être préféré faire autre chose et ils auraient peut-être plus de valeur ajoutée à faire autre chose. Quoi qu'il en soit, je vais vous expliquer rapidement en fait comment nous on a mis ça en place. On n'a pas révolutionné tout d'un coup, il fallait l'adhésion des gens et en fait pour avoir l'adhésion des gens, il faut tester. Et donc sur l'ensemble des AIC, on doit avoir 16 AIC1 maintenant sur site. Et bien en fait on en a pris une. Alors en essayant de voir des gens, un panel assez classique. Il y a des gens qui sont prompts sur les nouvelles technologies, donc ça ne va pas leur poser de problème. La curiosité va marcher. Et on n'aura pas de problème à les mettre au diapason, mais qui seront aussi critiques, et des gens qui sont un peu plus critiques que la moyenne. Donc ça aussi, ça nous intéresse parce que ça fait évoluer le public. Donc en fait, on a commencé par une AIC. Donc il y avait 7 à 8 personnes sur cette AIC, ainsi que le manager, engagement du management très important, indispensable, je devrais dire. Et donc en fait, on a commencé avec ces personnes-là à travailler sur l'AIC. On a mis écran tactile dans les mains avec la solution et puis on a essayé de transposer juste dans un premier temps ce qu'on avait en papier-crayon, en digital. Et on n'a pas dû faire le moins du monde du prosélytisme, on les a laissés. En fait, on était force de proposition sans obligation. C'est-à-dire qu'on a laissé tourner en disant est-ce que ça vous convient, est-ce que ça répond à vos usages? Et ça c'est important de toujours, mais c'est pas qu'une maxime qui est orientée Lean, c'est penser aux besoins clients, ça reste toujours un grand principe qu'il faut avoir en tête. Donc on a pensé aux besoins clients, aux besoins de ces gens qui étaient opérationnels sur ligne de production. Et en fait, ça a petit très bien pris. Et puis ça nous a permis aussi d'avoir des phases de rétexte. Le PDCA, c'est pas juste pour décorer, c'est vraiment une logique dans laquelle on a travaillé, que ce soit avec les équipes ou avec Julien. C'est on met en place quelque chose, on a une idée en tête, on le met en place, on check. Et finalement, il y a des ajustements à faire.
Donc en fait, on fait évoluer la solution et on travaille avec les gens pour faire évoluer la solution. Et donc aujourd'hui, ça fait déjà 3 ans que cette première ligne de production elle a été mise en Pazon. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de Julien, il y a besoin de personne, ils sont autonomes et ça marche plutôt très bien. Alors, elle est très macro cette VSM. Alors, je vais me rapprocher. Si ça parle, je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous, mais du moins, une VSM, c'est une Value Stream Mapping, une cartographie des flux de valeur. On peut mettre une cartographie sur un produit, on peut mettre une cartographie sur un service ou sur un processus. En l'occurrence, pour ma part, j'ai essayé de cartographier le processus de remontée de problématiques, comme c'est de remontée de traitement des anomalies. Donc nous, on avait historiquement des petits tickets verts rouges, parce que c'est une anomalie, et puis des tickets aussi d'amélioration. Donc les améliorations, elles sont toujours les bienvenues, mais les anomalies, bon, même si elles ne sont pas bienvenues, elles arrivent. Et c'est aussi ça qui nous fait progresser. Donc je ne sais pas si vous avez si vous avez d'assez bonnes lunettes ou que la qualité est assez bonne pour que vous puissiez voir, mais je vais vous le décrire Vous avez la VSM initiale, donc qui décrit un peu le processus qu'on avait avant. Donc clairement la détection du problème, le déplacement forcément, la prise du ticket qui était le petit ticket rouge, et puis derrière la saisie de l'information, donc avec notre petit crayon au choix. Et puis soit on passait directement dans la partage de l'action avec la mise en place dans un plan d'action. Donc cette action-là, cette anomalie-là, il fallait l'adresser, donc un service support, un qualiticien, un responsable technique, management en fonction des sujets, soit potentiellement à rentrer directement sur un plan d'action, ou on avait 50% des anomalies qui nécessitaient un cascading. Alors ce qu'on appelle cascading chez nous, c'est le fait de le remonter d'un niveau en AIC2, en AIC3 ou en AIC4, parce qu'on n'a pas la main sur le sujet et qu'il faut remonter le problème pour espérer le solder. Donc voilà à quoi ça ressemblait. Alors qu'est-ce qu'on peut? J'ai mis quand même des petits points rouges pour faire focus. Déjà, en plus des déplacements, je ne rentre pas dans le fait que les déplacements étaient de la non-valeur ajoutée, même si c'est du tout cuit. Mais déjà, on n'avait pas la totalité de la remontée d'informations. Moi, j'ai tellement vu de fois, on dirait « Ah, t'as rencontré tel problème ?» Oui, mais je le remontrerai plus tard, parce que il faut que je me déplace jusqu'au panneau de management visuel pour aller prendre mon ticket et écrire. Donc en fait, ça passait à la trappe, parce que finalement, on avait autre chose à faire. Et donc, on passait quand même à côté d'un tiers des remontées de problématiques de ce fait-là. Et puis, il y a d'autres petites choses que je verrai dans un second point, mais je vous l'amène quand même tout de suite. En gros, on remonte l'info, mais il ne faut pas obliger que les équipes ils ont remonté un problème. Si elles ont remonté un problème, c'est qu'elles sont en attente d'une solution à ce problème, ou même si la solution n'est pas demain, d'un retour sur cette problématique-là. Et ça, le cascading, on va appeler descendant, très important, déjà pour la légitimité du manager, qui doit pousser et doit être un facilitateur pour ses équipes. Et puis, c'est toujours intéressant quand on a remonté un problème de savoir où il en est et s'il est adressé. Et puis, il y a une autre chose qui est la capitalisation. Vous imaginez bien que, alors je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais en tout cas chez nous c'était souvent ça. En fait, on était toujours obligé de prioriser parce qu'on avait un amoncellement, malgré le fait qu'il y ait tout qui ne remonte pas, on avait quand même un peu de charge de travail pour les supports. Donc on avait beaucoup d'actions qui remontaient, alors plus ou moins prioritaires, mais on avait beaucoup d'actions qui remontaient. Et puis ça s'amoncelait. On avait des tas de petits papiers rouges. Donc les papiers rouges, c'est bien, mais quand ils s'entassent à 10, 20, 30 dans une bannette, ceux qui sont derrière, soit on a fait l'effort de les prioriser dans un plan d'action papier également, soit ils passent à la trappe. Et ça nous arrivait aussi. Donc en fait, fort de ça, et de ce mapping, on s'est dit, on en a besoin de ce management visuel, donc on ne va surtout pas le supprimer. Hein. C'est très important d'avoir la voix des équipes et la remontée des problématiques, parce que c'est les axes de progrès aussi. Mais on peut sûrement travailler là-dessus. Et grâce notamment à cette digitalisation, on a tout de suite vu qu'il y avait des gains presque instantanés. Notamment les déplacements. La non-remontée, finalement ça coûtait tellement peu de temps, vu que j'avais mon lien web en même temps que mes outils de production, car nous, notre production, on est quand même très équipé ou très orienté électrotechnique. Donc, en fait, on a un PC sur chaque poste. Donc, c'était très, très facile pour les gens
d'ouvrir un lien web et de l'avoir bien évidemment raccourci, ça facilite encore le travail, et de remonter ce petit ticket, et le ticket, il allait directement sur le tableau de management visuel, et donc pas d'oubli là-dessus. Donc, remonter de la totalité des problématiques, plus de déplacement, et puis on avait quand même cet aspect ressaisi qui nous posait problème à chaque fois. Moi, j'ai vu un paquet de fois, et ça arrive encore, parce qu'il y a des vieux réflexes qui reviennent, où j'ai mes managers ou mes supports qui arrivent avec leur cahier ou leur calepin, parce que des fois, il y a et noter, ah oui, il m'a dit ça, donc il note, et machin. Et il a fallu un certain temps pour qu'on s'affranchisse de ces papiers ou de ces ressaisis, parce que les gens ont compris qu'en fait, ils pouvaient avoir accès au management visuel depuis leur poste de travail, et donc vraiment être dans un aspect collaboratif avec les gens. L'AICA dure 10 minutes. Et 10 minutes, je suis full avec mes équipes ou je suis full avec mes collègues ou mes collaborateurs. On échange des problèmes. Et derrière, on pourra traiter les problèmes par la suite. Et on pourra adresser les problèmes aux bonnes personnes. Donc là, on est vraiment sur cette première phase qui est la détection et la remontée des anomalies, où on a déjà des gains qui sont probants. Moi, sur mon périmètre, on a déjà pu le chiffrer. Alors, c'est macro, mais on a déjà 1h30 tous les jours de gagner par rapport au nombre de personnes que j'ai et au nombre d'AIC que j'ai. Ça, pour l'instant, je ne vous parle que d'un seul cas d'usage, qui est l'AIC. Mais on est déjà à 90 000 de gagner tous les jours, multiplié par le nombre de jours. Donc, c'est vraiment, ça fluidifie le système d'info et ça nous rend vraiment service au quotidien. Bien évidemment, on a des attentes. Alors, je vais quand même faire le focus, mais je l'ai dit en travers, les déplacements inutiles, la remontée des anomalies, la ressaisie d'informations. Tout à l'heure, Julien en a parlé, le multisite et le télétravail. En fait, avant, le tableau de management visuel, on ne pouvait pas le délocaliser, hein, il n'était pas à la maison. Et je ne pouvais pas interagir avec. Aujourd'hui, c'est le cas. Et on est sur la deuxième phase avec Julien pour l'instant. Et donc, on veut travailler sur l'interconnexion avec le plan d'action pour qu'on n'ait plus non plus de ressaisie pour mettre ça dans... Alors, je ne vais surtout pas, mais je vais le dire quand même, fichier Excel, mais d'avoir un dashboarding automatique. Vous avez les actions, elles sont déjà attribuées à Pierre, Paul ou Jacques, elles sont déjà... donc, il suffirait simplement d'avoir une possibilité d'extraire ces données-là et puis d'arriver à les prioriser. Donc, c'est ça sur lequel on travaille en ce moment pour avoir un plan d'action automatique, des feedbacks automatiques pour les équipes et une capitalisation bien évidemment simplifiée parce que si vous avez toute la data, c'est extrêmement simple de se dire que le problème qualité qui est arrivé sur la ligne 1, en fait, il est aussi arrivé sur la ligne de 2, la ligne de 3 et la ligne 4. Bon, peut-être pas la semaine dernière, mais il y a 15 jours ou il y a 3 semaines. Donc ça nous permet d'être plus puissants et d'arriver à avoir vraiment l'exploitation de nos informations plutôt que nos tickets d'anomalies rouges qui étaient historiquement sur nos grands whiteboards. Voilà. Alors, là, je vais essayer d'aller assez vite, mais j'ai un peu le temps, donc je vais quand même... je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des managements. Les deux managements visuels qui sont consécutifs à la planche de la VSM, ce sont deux visuels d'AIC. Nous, on a deux visuels d'AIC aujourd'hui. On anime ces indicateurs-là, qui sont ici. Et puis, en fait, on vient juste... Alors, il y a eu bien évidemment un travail en amont sur les indicateurs qui nous permettent de savoir si c'est du rouge ou si c'est du vert. Et derrière, on vient se challenger sur cet indicateur-là en disant vert ou rouge. Alors, vous voyez, des fois, on a du orange. Moi, je travaille pour qu'on essaye de ne pas avoir de orange. C'est soit vert, soit rouge. Mais des fois, ça revient. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un indicateur qui soit animé. Et derrière, forcément, si j'ai un point rouge, j'ai une action. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est un exemple derrière d'un plan d'action, ou du moins de ce que nous, on peut considérer comme un plan d'action, et qu'on est en train de travailler pour faire évoluer vers un dashboarding qui ressemble parfois un peu plus à un système de tri par colonne, pour pouvoir trier par porteur, par date, par priorité. Mais aujourd'hui, on a quelque chose qui ressemble à ça, donc toujours la partie indicateur, mais aussi les P, alors les problème 88, problème 84, problème de qualité. Et en fait, ça nous permet de se challenger au quotidien sur qui porte telle action et pour tel délai. Donc voilà. Ça, c'est les deux supports qui sont vraiment orientés à AIC ou cas d'usage AIC. Mais on a aussi d'autres cas d'usage. Donc là, je dézoome légèrement. On fait aussi de la gestion de projet.
On fait de la gestion de projet sur des animations d'équipe un peu plus macro, en disant voilà, un nouveau produit, un nouveau processus, un nouveau service. Eh bien, il y a les métiers, et puis derrière, on va positionner par rapport à ces dates-là des actions qui sont à faire par Pierre, Paul ou Jacques. Alors, c'est toujours les mêmes, hein, mais dans le coup, ça nous permet de nous dire est-ce qu'on est à l'heure, est-ce qu'il y a des actions qui sont bloquantes, est-ce qu'il y a des actions qui en appellent d'autres, est-ce qu'il y a du retard, donc c'est les petits points rouges. Et donc voilà, c'était pour vous donner un autre aperçu de ce qu'on pouvait faire. Alors celui-ci, je pense que c'est un template. Les deux précédents étaient des templates maison, donc ça c'est aussi assez intéressant parce que c'est les équipes qui peuvent avoir la main sur leur template. Alors, ça n'a rien de plus qu'un PDF ou un PowerPoint qui a été enregistré et mis en PDF et envoyé sur la plateforme, mis en fond d'écran. Ça, en revanche, c'est un template qui est plutôt qui provient du métier, je pense. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle nous le macro-plan, hein, pour avoir une vision globale d'un projet et qui va permettre de positionner des jalons, représenter graphiquement la longueur d'une tâche, etc. Enfin, quelque chose qui ressemble à un Gantt, mais construit collectivement. Donc là, oui, juste pour... ça remplace pas forcément le Gantt, mais c'est pas la même fonctionnalité. De la même façon que tout à l'heure, l'AIC, c'est pas un outil qui va avoir la puissance de... mais quelque part, il faut trouver le bon compromis, et tout à l'heure, j'en ai parlé, quel est le besoin client. Nous, ce qu'on cherchait au quotidien, c'était de l'animation et du collaboratif. On voulait pas un truc compliqué, parce qu'en fait, on veut que les gens se l'approprient. De la même façon, le macro-plan correspond à notre besoin sur certains projets. Là, ce que vous pouvez voir, alors c'est plutôt un avancement de prod. Je vais vous le faire en avant-après, mais avant, on avait un tableau blanc, en bout de ligne souvent, et puis on avait, donc il y avait souvent un ingénieur méthode qui avait découpé, ou une ressource méthode, qui avait découpé des morceaux de papier plastifiés avec des aimants, et en gros, il mettait les numéros de série. Il mettait les numéros de série pour indiquer les étapes. Et à chaque fois qu'il finissait une étape de prod, en fait, il venait jusqu'au bout de sa ligne et puis il venait déplacer son petit aimant. Bon, je vous la fais simple, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus performant. On peut faire mieux. En gros, aujourd'hui, vu qu'on a l'outil, les gens utilisent aussi Ubiquet pour faire leurs avancements de prod. Et bien évidemment, on a des équipes qui sont, ce qui est le cas pour cette équipe-là, qui est en 2.8. Donc c'est quand même vraiment sympa, même j'irai plus loin que sympa, indispensable de savoir à tout moment où j'en suis, où en sont mes équipements, où en sont mes produits, et d'avoir un transfert d'informations entre deux équipes qui puisse être propre. C'est un autre cas d'usage. Derrière nos AIC, tout à l'heure j'en ai parlé, on a des points rouges. Les points rouges, ça donne des actions. Les actions, il y a des résolutions de problèmes. Donc forcément, nous, on a un standard qui s'appelle le Kaizen 6 points, avec les 6 grandes étapes d'un Kaizen. Donc la définition du problème, comment on fait aujourd'hui, donc le processus, on pourrait imaginer une VSM, mais bon, là c'est un peu plus micro. Des nouvelles idées, donc le brainstorming, et puis après, on se met collectivement en accord pour se dire, celle-là, 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 ces actions-là, on va les mettre en place et on va tester. Et puis on va mettre quelque chose en place et on se fera un rétexte de est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, c'est assez simple à mettre en place. Moi, j'avais historiquement des gens qui me disaient je ne peux pas faire de résolution de problème, je n'ai pas le format standard imprimé en A0. C'est dommage quand même. Donc aujourd'hui, on n'a plus ces problèmes-là. Et l'animation de la résolution de problème se fait derrière les AIC sur les mêmes supports avec un support assez classique. Et puis une dernière petite note, c'est qu'en fait on a des grands écrans. On a une solution Ubiquet qui est implémentée sur le client lourd qui est sur tous nos écrans. Donc en fait on ne se refuse pas à faire de la communication. Thales, tout à l'heure Julien l'a dit, c'est c'est notre business, notamment là, sur la communication et la sécurité. On vend des solutions de communication et de sécurisation. Donc on ne peut pas ne pas être sécurisé. Donc ça met des contraintes chez nous dans le développement des solutions. Et ça met des contraintes également sur la communication entre les équipes. Ça fluidifie pas l'information parce qu'en fait les gens qui travaillent à droite ou qui travaillent à gauche, ils ont les accès à droite ou à gauche. Et rarement dans les deux secteurs. Donc ce qu'on a pu mettre en place avec ces écrans, c'est qu'en fait ils sont un peu disséminés partout dans l'entreprise et factuellement l'information peut circuler.
il y a un nouvel arrivant, il y a un départ, il y a un nouveau produit, un nouveau projet, et ben on peut faire de la communication au travers de ces équipements-là, au travers de ces équipements, au travers de cette solution-là. Donc ça, c'est aussi un élément qui n'était pas prioritaire pour nous, mais en l'utilisant, on s'est aperçu que ça pourrait vraiment être un gros avantage pour nous et ça fluidifierait la communication au sein du secteur. Voilà. Alors, dernière slide. Voilà, on vous a parlé un petit peu de comment ça avait été déployé. Un peu, là, je vais essayer de vous parler de ce qu'on attend, de ce qu'on a déjà obtenu avec Thales et de ce qu'on attend. J'essaie de le résumer en 4 points principaux. On en a parlé depuis le début. Hein. Le gain de temps, c'est forcément complètement au cœur de la construction du ROI, hein, de la solution. L'objectif, c'est d'atteindre 1 heure par jour et par fonction support. Donc, sur une usine comme Thales, ça représente beaucoup de temps. Et on va l'atteindre donc à travers des non-ressaisis, comme on évoquait tout à l'heure, à travers des déplacements minimisés à l'intérieur de l'usine, mais aussi entre les usines, et également la possibilité d'accéder au télétravail. On n'en est pas loin. On est vraiment sur un focus ROI calculé là-dessus. Après, il y a des choses qui sont plus difficilement palpables en termes de ROI, mais je pense que ça va vous parler quand même. Donc, on parlait de traçabilité. Voilà, je vous disais, sur YubiKey, on peut enregistrer à n'importe quel moment l'état d'avancement du projet, de la production, etc. Et évidemment, cette traçabilité est le premier point qui va permettre d'aller vers la capitalisation. Et je pense que l'objectif, clairement, chez Thales, c'est à un moment ou à un autre de dire ce PDCA, cette résolution de problème, elle a déjà eu lieu sur une autre ligne de production. Et le jour où on est capable de dire ça, d'identifier un problème très clairement et d'aller consulter la résolution de problème qui a été faite à ce moment-là, là, c'est plus 1 heure qu'on gagne, c'est 3 jours de travail sur la résolution de problème en question. Traitement plus rapide des actions. Quand on voyait tout à l'heure la VSM, on a la remontée d'anomalies et puis on va aller vers un cascading, des actions, un suivi d'actions et une redescente d'informations pour dire l'action a été faite. Donc cette traversée-là, aujourd'hui, on est capable de mesurer combien de temps ça prend. Et notre objectif à nous, c'est de réduire d'1 journée la traversée, en moyenne, sur ces actions. En plus de cette réduction, on va essayer d'éviter de ne pas perdre de l'action en route, ce qui existait par ailleurs. Le dernier point, c'est la standardisation du management visuel. Alors, standardisation, j'aime pas trop le mot. Et tout à l'heure, Alexandre disait qu'on laissait la main aux équipes aussi pour avoir une certaine liberté sur leur management visuel, pour qu'ils soient complètement adaptés à leur activité. Mais ça arrive plein de fois à quelqu'un comme Alexandre de devoir faire des adaptations sur le management visuel. Et quand ça existait en version papier, c'était souvent très très compliqué. Là, le logiciel YubiKey va permettre de pousser des nouveaux standards de l'entreprise pour dire, voilà, ce serait bien que vous travailliez sur ce genre de support et après, vous avez certaines latitudes. Au-delà du fond, de l'image de fond, il y a aussi le post-it standard qu'on va utiliser, la légende, qu'est-ce qu'on va mettre dessus, etc. À quoi va servir cet outil? Et ça permet de le diffuser beaucoup plus facilement. Voilà, on a essayé de vous faire partager notre expérience. Si vous avez des questions, je ne sais pas comment... voilà, merci beaucoup. Merci à tous les deux pour cette très riche présentation. Je trouvais ça très concret. Et justement, un petit point aussi sur la présentation. Comme les conférences sont filmées, elles seront retransmises d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube du CEPEM. Vous pouvez retrouver évidemment les conférences, enfin les présentations pardon, dans les vidéos, voilà, avec le détail. Et ça sera certainement plus visuel. Justement, c'est le cas de le dire. Est-ce que vous avez des questions à propos de la mise en œuvre de cet outil ? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, j'ai vu qu'il y avait plusieurs outils dans votre logiciel. Alors, au début, j'étais un peu frappé par la ressemblance avec Klaxoon, par exemple. Mais en fait, j'ai compris à la fin que vous offriez d'autres choses que Klaxoon.
mais est-ce que on ne pourrait pas trouver l'équivalent de votre solution en utilisant plusieurs outils collaboratifs déjà existants en diffusion libre? Je vais prendre la réponse. Alors, donc, Klaxoon est effectivement un outil collaboratif dont le principal usage est finalement de faire de simplifier, d'animer les réunions en entreprise. Ils ont des systèmes de quiz, des systèmes également de whiteboard sur lesquels on va pouvoir mettre des post-it. On se distingue de ce genre de solution en disant que nous, on est un logiciel de gestion de projet. C'est-à-dire que dans gestion de projet, je vais avoir le côté historique, historisation, je vais avoir le côté champ enrichi des post-it qu'on a rapidement évoqué, mais qui permettent de dire, OK, je vais attribuer à telle personne telle action, etc. Plan d'action. On va proposer une solution pour gérer des projets long terme. Là où effectivement Klaxoon se positionne aujourd'hui, alors ça peut changer, hein, mais se positionne aujourd'hui comme plutôt un icebreaker ou un outil d'animation de réunion. Alors, il y a plein d'outils au-delà de Klaxoon hein, qui proposent de faire un whiteboard. Par exemple, on peut penser à Teams aussi, hein, qui a un outil de whiteboard qui permet que chacun crée des post-it. Mais encore une fois, je crois qu'il ne faut pas faire la confusion entre un outil qui va vous permettre de faire un brainstorming et un outil qui est vraiment un outil de gestion de projet collaboratif qui va permettre de gérer la production d'une ligne de prod. Au-delà de cet aspect-là, gestion de projet, il y a aussi l'aspect utilisation sur écran tactile. C'est vrai que vous pouvez utiliser Klaxoon par exemple sur un écran tactile, sur une réunion. Mais à la différence effectivement de Klaxoon, notre outil a été pensé pour être sur un écran tactile. Ce n'est pas une adaptation tactile d'un logiciel qui existe par ailleurs. Si vous regardez un Klaxoon, il va fonctionner sur un fenêtrage classique avec un bouton, des menus, etc. Là où YubiKey ne fonctionne pas du tout comme ça. Il fonctionne plutôt comme vous l'imaginez sur une tablette avec je fais un appui long, ça va créer un post-it, etc., etc. Donc cette façon de penser le logiciel fait qu'il n'est pas uniquement dédié à quelqu'un qui est extrêmement à l'aise avec la technologie. On parlait d'opérateurs sur ligne et quelqu'un qui a 55 ans et qui n'a pas baigné toute sa vie dans le numérique va pas forcément savoir utiliser un outil comme Klaxoon alors qu'on a la prétention de lui proposer quelque chose de très simple avec YubiKey. Voilà les deux différences significatives que j'y vois. Très bien. Je rajouterais juste, en fait, nous on a déjà une solution alors pour les néophytes management visuel qui ne sont pas forcément utilisateurs, en fait c'est en aucun cas une remarque désobligeante, mais il y a des gens qui n'utilisent pas et qui ne se rendent pas compte de la nuance. Nous, on a un outil chez nous qui fait spécialement pour de la gestion de projet. Donc c'est vrai que quand on est arrivé avec YubiKey, moi, Julien, on a pris deux remarques. Est-ce que vous n'êtes pas en train de réinventer la roue? Pourquoi un deuxième outil? Et ça, c'est vrai que dans un groupe en France, c'est 55 000, 80 000 dans le monde, on est tous, et puis on a plein d'ingénieurs, donc ils veulent tous faire plein de choses nouvelles. Et bon, en fait, je comprends légitimement le groupe qui dit attendez, ça ne fait pas la même chose. Et en fait, clairement, en montrant par A plus B, on s'aperçoit clairement que ce n'est pas les mêmes cas d'usage. Alors, je ne dis pas qu'on doit avoir autant d'outils que de cas d'usage. C'est bien de standardiser, de recentrer. Mais clairement, cet outil-là ne répond pas au même cas d'usage que la gestion de projet, même s'il en fait. La gestion de projet qu'on fait avec le macro-plan n'a rien à voir avec notre outil précédent qu'on utilise toujours. Mais on n'a pas trouvé mieux. Et pourtant, on connaît quelques autres solutions. Moi, je n'ai pas trouvé mieux sur l'appropriation pour les gens sur le tactile et sur un grand écran. Et Julien l'a très bien dit. Moi, j'ai tout opérationnel. Hein. J'ai des gens qui sont proches de la retraite, à 1 ou 2 ans de la retraite. Quand vous leur mettez déjà un téléphone, que ce soit Mac ou Android, c'est très très compliqué. Juste très compliqué. Et donc là, on n'a pas eu besoin de leur tenir la main ou de leur tenir le crayon pour qu'ils s'approprient la solution. Et ça, pour moi, c'est clairement un indicateur ultra important de l'appropriation et de est-ce que ça va marcher ou pas. Ok. Avez-vous d'autres questions? Il faut prévoir à peu près un investissement de combien? Alors, je sais bien que c'est très
c'est soit délicat, soit aussi très adapté. C'est adapté évidemment aux besoins mais à la taille de l'entreprise, certainement au nombre de sites que l'on veut concerner, mais c'est de l'ordre de combien? Alors, on va traiter la partie matérielle en premier. Donc, je ne suis pas vendeur d'écran tactile, mais c'est important de vous rendre compte que le matériel a fortement diminué en termes de prix également. Aujourd'hui, la plupart des écrans chez Thales, je pense, ce sont des écrans 75 pouces. Aujourd'hui, on a migré vers uniquement pour la gestion de projet, on a des 75 pouces, donc des très grands écrans. Mais finalement, quand on fait 1m60, ça reste compliqué parce qu'il est très grand. En fait, pour nos AIC, on a du 55 pouces et je crois que sans donner de marque, on a trouvé notre bonheur sur un écran qui fait 1100 et quelques euros sur le dernier devis que j'ai fait. Donc, voilà, donc selon le format, on va être effectivement entre 1000 et 3000 euros l'écran tactile. Ça, c'est la première chose. Après, sur la partie logicielle, donc, nous, on propose des hébergements de données dans l'entreprise, mais également chez nous en SaaS. C'est deux modèles un petit peu différents. Mais quoi qu'il arrive, on se retrouve avec des prix par an et par utilisateur. Aujourd'hui, donc, le prix public, il est sur le site internet, donc c'est 250 euros par an et par utilisateur. Sachant qu'il y a beaucoup d'usines qui l'utilisent en mode un login partagé entre toute une équipe, par exemple. Donc ça permet d'avoir des prix qui sont vraiment très maîtrisés. Nous, on est, on le disait tout à l'heure, en train de travailler sur des sujets de plan d'action unique et individualisé. Et donc évidemment, ça va dans le sens de login individuel. Et évidemment, on a aussi des tarifs qui sont négociés en fonction des volumes. Donc je pense qu'on peut, il n'y a rien à cacher là-dessus, mais aujourd'hui on a plus de 1000 utilisateurs chez Thales. Donc évidemment, ils ne payent pas 250 euros par an et par utilisateur. Donc voilà, on a des packages pour ça. 1000 utilisateurs, je crois que dans l'article, puisqu'on a fait un article ensemble, donc dans la revue Production Maintenance, que vous pouvez retrouver en distribution puis à la sortie, je crois que c'était envisagé à 600 utilisateurs d'ici à la fin de l'année. Finalement, vous êtes allé plus loin. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, tout à l'heure, ça fait le lien, mais quand ça fonctionne et que ça marche bien et que c'est facile, en fait, ça intéresse. Moi, j'ai pas d'action chez Julien. C'est juste qu'on a bien travaillé ensemble, donc moi, j'étais content de valoriser cette solution-là. Et puis, Thales, c'est un gros groupe. Il y a plusieurs GBU, donc moi, j'ai raisonné à la maille de ma zone géographique, qui est déjà assez large, parce qu'on est sur Brive, Cholet-Laval, Vélizy et Gennevilliers. Mais en fait, cette solution-là, elle commence à donner envie aux gens. Et donc, en fait, on a d'autres entités, l'avionique ou MSI, ou d'autres entités du groupe qui commencent à être intéressées. Donc, finalement, on commence à... Moi, je fais aussi de la com chez nous. Donc, je me retrouve à être des fois commercial de la solution de Julien en interne. Donc j'essaie juste de donner et s'ils sont intéressés. Donc en fait c'est ça ce qui se passe, c'est que le périmètre initial il avait été défini sur mes users à moi, ou dans mon secteur ou dans mon entité. Et aujourd'hui on commence à être un chouïa plus large où ça commence à intéresser de façon un peu plus large. D'accord, très bien, merci beaucoup. Oui. Peut-être une question pour vous, Christine Bernard, Société Data Profil. J'ai pas bien compris, lorsqu'il y a un ERP qui est déjà en place dans une entreprise, est-ce qu'il y a possibilité de faire un lien avec votre système, ou est-ce que ça fait doublon, ou est-ce que votre système peut remplacer un ERP ou... Alors, je ne sais pas si c'est possible, mais j'espère fortement que ça soit possible, parce qu'en fait, c'est clairement, avec la capitalisation, l'étape. Nous, on a un ERP et un MES. Et en fait, le MES, c'est l'interface un peu plus sympa, intuitive pour les gens qui travaillent. Et donc, clairement, moi, j'ai quand même vraiment hâte de pouvoir, par exemple, sur un incident qualité, vu que je fais mes rebuts, mes retrofits ou mes anomalies dans le MES, de pouvoir prendre une photo avec mon téléphone, parce que je suis aussi en train d'équiper les postes avec des téléphones portables à la place des PC. En fait, de prendre une photo et de la lier au MES en rapport. Donc maintenant, est-ce que c'est possible ? Là, je suis foutu, je suis obligé de répondre oui. Donc, bien sûr que c'est possible. On a travaillé sur des intégrations avec un certain nombre de logiciels, notamment des Jira, d'autres systèmes.
Ce qui existe de base, c'est effectivement du transfert d'informations, typiquement par fichier CSV. Ça, c'est des choses qui ont été testées chez toi, Alexandre. Donc, de prendre par masse de l'information de l'ERP et la mettre dans le management visuel de façon à éviter la ressaisie. Mais ça, c'est encore une étape manuelle. Après, les logiciels, pour la plupart, proposent des API qui vont permettre aux logiciels de discuter ensemble. Et notre logiciel est par définition ouvert. Donc, comme une des missions principales du wiki, c'est vous d'éviter de la ressaisie et de mettre la plupart des choses sur des interfaces visuelles, l'objectif, il sera effectivement d'interfacer le logiciel avec le ERP que vous proposez.